Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, je vous amène faire un tour de catamaran à Pointe-Calumet dans le cadre du championnat canadien de catamaran F18. Sainte-Thérèse annonce l'arrivée de 4 voitures signées Communauto et Moisson-Laurentide lance la première édition du Grand Bedon pour combattre l'insécurité alimentaire dans la région. À Mirabel, Airbus inaugure un tout nouveau centre de livraison A220. On sera ensuite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans le cadre du Relais pour la vie organisé par la Société canadienne du cancer. Finalement, Alexis se pose la question suivante. Faire son permis de conduire en 2025, encore une priorité pour les jeunes? Bonne émission! Je me trouve actuellement sur un catamaran de 27 pieds dans le cadre du championnat canadien de F18 à Pointe-Calumet et je vous amène avec moi. Aujourd'hui, on reçoit le championnat canadien de la CAN F18. Donc, c'est l'association de F18 du Canada qui sont un catamaran. C'est le gros championnat annuel que toutes les équipes, on a des équipes de l'Ontario principalement et du Québec, vont s'affronter. C'est un championnat de 3 jours et ça fait 3 ans qu'on reçoit une manche du Québec, donc une manche du circuit québécois, mais là, c'est la première année qu'on reçoit le championnat canadien. Nous, on a une identité nautique vraiment unique. On est spécialisé en catamaran. Ça fait vraiment partie de l'ADN de notre communauté. Puis de recevoir probablement la plus grosse association de catamarans au Canada, la seule d'ailleurs, ici, c'est vraiment, ça va en lien avec notre mission d'entreprise. Donc, on est vraiment excités de recevoir cette gang-là. Aujourd'hui, on est sur la 2e journée du championnat. Il va rester demain. Il n'annonce pas beaucoup de vent demain, fait qu'on va espérer d'avoir une bonne journée aujourd'hui. On a un noyau qui est quand même assez solide, que là, ces gens-là, tu vas les retrouver chaque année, ils vont suivre les courses et tout. Puis, on a toujours des nouveaux. Des fois, c'est comme je disais, c'est d'agencer les calendriers. Fait que quand on fait notre réunion annuelle et qu'on essaie de planifier le calendrier pour l'année d'après, ben on essaie de prendre l'input de tout le monde pour essayer de faire des événements à des endroits que les gens ont goût d'aller, premièrement. Puis que, moi, je pourrais dire que ça fonctionne dans les horaires. Là. Tout le monde a des familles, tout le monde a des enfants. Ben pas tout le monde, mais je veux dire, ça fait en sorte que des fois, il faut faire des choix. Nos catamarans, c'est un petit catamaran de 18 pieds. C'est des bateaux qui sont catégorisés par la survoilure. Donc, c'est des bateaux qui sont hyper puissants en termes de voilure. Donc, avec peu de vent, on est capable d'atteindre des très belles vitesses. C'est des bateaux qui vont aller chercher près de 25 nœuds de vitesse de coque, qui est très rapide. Et par des vents légers, on est capable de vraiment atteindre des belles vitesses malgré qu'il y a peu de vent. Donc, c'est un catamaran de 18 pieds de long par 8 et 6 de large avec des harnais. Donc, on va emmener les équipages au trapèze, qu'on appelle à l'extérieur du bateau. Donc, c'est très sportif. Les bateaux, ils lèvent sur une coque. On peut les chavirer si on n'est pas prudent. C'est vraiment une très belle catégorie. Le catamaran 18 pieds au Québec, je te dirais que c'est un modèle qui est quand même assez populaire. Ce qui caractérise le F18, c'est vraiment l'aspect régate. Donc, si on veut intégrer des régates au Québec ou même au Canada, c'est la catégorie où il y a le plus de personnes qui vont se présenter aux courses. Donc, on se bat pas avec des handicaps. On se bat bateau pour bateau. C'est comme si on faisait une course de vélo, tout le monde ensemble. Le premier arrivé, c'est le premier arrivé. On a 5 équipes qui viennent de l'Ontario, donc ça amène une dynamique tout autre parce qu'on est habitué de recevoir les équipes du Québec. On est quand même bien centré au Québec, mais là, on reçoit des équipes de l'Ontario. Et c'est le fun parce que ça nous permet d'avoir un petit in sur la culture en Ontario, puis sur rencontrer les gens de l'extérieur du Québec. Donc, on est
vraiment excités. On a cette année environ 17 bateaux qui ont régatté hier. Il y en a quelques-uns qui se rajoutent aujourd'hui dans nos membres. Ces événements-là, on compte en faire de plus en plus parce qu'on a un nouveau programme de voile athlète où on entraîne 16 jeunes athlètes qui vont éventuellement rejoindre le circuit québécois. Donc, dans notre mission là, de ce programme-là, on veut faire des régates ici pour accueillir d'autres clubs et tout. Donc, c'est une pratique un petit peu. C'est la 3e année qu'on reçoit une compétition comme ça. Et on la merge avec notre régate annuelle pour nos membres. Donc, dans un certain sens, ça vient faciliter un petit peu l'organisation, mais il y a beaucoup de communication, beaucoup de déploiement. On a des journalistes, on a des photographes qui sont sur place. Donc, quand même, pas mal d'organisation. On a l'objectif ambitieux au travers du programme de générer des athlètes sur catamaran, ce qui est vraiment difficile au Québec, voire au Canada, parce qu'il n'y a pas de circuit autre que la F18 ou pour régater. Nous, ici, au club, on est vraiment chanceux parce qu'on a des régates hebdomadaires, donc à chaque semaine, où on a presque 20 bateaux sur les lignes de départ. Donc, c'est vraiment des très bonnes pratiques pour la relève en catamaran. Et justement, là, ces 16 jeunes-là, on les accompagne. On a l'objectif d'avoir le double l'année prochaine. Donc, c'est notre première année. Cette année, on a 16 jeunes. L'année prochaine, on vise 30 et on veut se rendre jusqu'à 50 dans l'équipe de voile. Même chose pour nos volets, nos camps de voile. On a vraiment augmenté. Il y a 5 ans, on avait environ 30 jeunes. Cet été, on en aura 170. L'année prochaine, on vise 250 et l'année suivante, 325, ce qui sera probablement notre pleine capacité là, au club. Mais on est vraiment, Voile sans souci se dote de cette mission-là pour régénérer les athlètes sur le réseau, sur le circuit québécois. Voile sans souci, c'est une entreprise qui est hyper diversifiée au niveau du nautisme. Donc, dans un premier temps, on a 4 divisions. On a une voilerie où on produit des voiles. On produit 100% de nos voiles ici au Québec. On a un atelier où on fait de la réparation. On a un club de voile et un club nautique. Et je vous dirais qu'au niveau club de voile, club nautique, bon, ça reste très local, veut pas, mais on a notre voilerie, on est en train de prendre beaucoup d'expansion, beaucoup de place sur le marché québécois. On a des représentants maintenant un peu partout dans les régions au Québec, dans les régions plus éloignées, parce qu'on veut que notre clientèle puisse avoir accès à nos services. Et en fait, avec ça, on commence à produire. On produit quand même des voiles, surtout pour les Québécois à l'international. Mais oui, c'est là où on vient se positionner un petit peu. Avant d'aller dans l'international, on veut vraiment plus se développer sur le marché canadien avant tout. Cette année, on a une belle participation. On a une belle participation de l'Ontario. Est-ce qu'on aurait aimé avoir plus de bateaux? Bien sûr. On aime ça quand il y a des bateaux. Les championnats à 30-40 bateaux, c'est super agréable. Je pense qu'on est une vingtaine ce week-end. Donc, c'est quand même... On peut être fiers de ce beau championnat-là. Il nous reste 2 jours à réaliser, mais je pense que pour le moment, tout le monde est vraiment satisfait, là. Le 12 juin dernier, Communauto a annoncé l'arrivée de 4 voitures à Sainte-Thérèse. Ce nouveau point de service d'autopartage est officiellement celui le plus au nord de la province. Les 4 voitures seront respectivement situées à l'Hôtel de Ville, au Parc du Charme, sur les terrains d'Exo et à la gare de Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, c'est le moment d'annoncer le lancement de Communauto à Sainte-Thérèse. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps parce que, bon, évidemment, on attendait que le service soit disponible sur la Rive-Nord, ce qui est chose faite depuis peut-être l'an dernier, alors que Boisbriand, notre ville voisine, a décidé de lancer le service chez eux. Et selon les commentaires qu'on a reçus, qu'on a obtenus, donc ça fonctionne très bien. Il serait rendu vraiment à peut-être un taux de rentabilité d'à peu près 85 %. Donc, déjà, durant la première année, c'est presque déjà rentable. Donc, c'est ça qui nous a encouragés à lancer le service à Sainte-Thérèse. En tant que résidente ou résident de Sainte-Thérèse, il est possible d'obtenir 45 $ de rabais à l'inscription sur les forfaits Liberté Plus ou l'un des forfaits économiques pour la première année d'abonnement avec le code promo STETHE45, valide jusqu'au 30 septembre prochain. Une fois qu'on est inscrit, ça prend des fois quelques jours. Bien, là, on réserve la voiture via une application ou via le téléphone ou via Internet, un ordinateur. Et donc, on détermine dans quelle station et dans quelle plage horaire on va utiliser les véhicules. Et une fois qu'en est venu le moment de l'utiliser, on arrive au véhicule avec une carte puce ou avec l'application. On ouvre les véhicules, on contourne l'antidémarreur, on l'utilise, on la ramène avant ou à l'heure qu'on avait défini. Et après, on est facturé périodiquement pour l'utilisation qu'on a faite. Les prix sont assez abordables.
où l'utilisateur moyen de Communauto dépense moins de 2 000 $ par année, essence incluse. Et on sait justement, selon certaines études, qu'il y a moins d'autobus qu'avant la pandémie. Est-ce que c'est une façon pour vous de pallier à ce manque-là? Bien, je pense pas que ça va pallier. Là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'autobus aussi, mais effectivement, c'est sûr que ça participe, là, dans le fond, à offrir un cocktail complet de solutions de transport durables, mais non, on veut qu'il y ait plus d'autobus quand même. Communauto, en ce moment, met à disposition de résidents de la région de Montréal élargie 4 500 véhicules, avec une augmentation d'environ pas moins que 1 000 par année. Donc, on a une dimension qui nous permet d'arriver. C'est vraiment une offre de base. Moi, je suis pas mal certain qu'on va augmenter les effectifs dans les prochaines années. Comme M. Charron l'a mentionné, il y a un désir d'expansion du côté de la ville et de Communauto. C'est un dossier à suivre. Alexis, de quoi tu nous jases aujourd'hui? J'ai décidé de venir vous parler de comment avoir son permis de conduire, de qu'est-ce qui se passe avec les jeunes et le permis de conduire, parce qu'on observe une diminution du nombre de jeunes intéressés à avoir un permis de conduire tôt dans leur vie, mais aussi des alternatives de transport à l'automobile dans la région des Laurentides. Super! Oui, tu mentionnais qu'il y avait une diminution du nombre de jeunes qui ont leur permis de conduire. Effectivement, j'ai recherché, j'ai trouvé des statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec qui me disaient qu'en 1992, 64 % des jeunes avaient entre 16 et 24 ans un permis de conduire ou un permis de probatoire, donc d'apprenti conducteur. Et en 2023, c'était devenu 54 %. Donc, on observe une quand même bonne diminution. Et comment ça peut s'expliquer, selon toi? C'est plus vraiment une priorité pour les jeunes, c'est ça que j'ai observé. Et bien sûr, les enjeux environnementaux, sociétaux de la planète, c'est peut-être plus rendu très éthique d'utiliser beaucoup de son automobile. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'options de transport alternatives à l'automobile qui sont en train d'être développées et s'élargissent, dans le fond, partout au Québec, les applications de covoiturage, le transport en commun. Bref, il y a beaucoup d'options à l'automobile, donc il y a des jeunes qui revoient un peu leurs priorités. Et c'est quoi un peu le portrait, en fait, dans les Laurentides ou dans les Basses-Laurentides? On sait justement que pré-pandémie, il y avait beaucoup plus d'autobus qu'il y en a maintenant. Est-ce que, veut pas, ça peut affecter, ça, le nombre de jeunes qui ont leur permis de conduire dans les Basses-Laurentides? Bien, c'est sûr qu'en région, par exemple, dans les Basses-Laurentides, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer que dans une grande ville comme Montréal, qui est très développée avec le métro, le train en transport en commun. Donc, les jeunes en région pourraient être beaucoup plus poussés à aller vers l'automobile pour avoir une liberté de déplacement. C'est quand même difficile de se déplacer en transport en commun dans les Laurentides, même s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer le tout. Et toi, justement, tu as 14 ans, donc c'est quelque chose qui s'en vient. Mettons, l'année prochaine, tu vas pouvoir commencer à penser à peut-être faire tes cours. Est-ce que tu l'envisages activement ou tu es un peu comme les statistiques qui ont tendance à éviter le permis de conduire? Je sais pas trop. Je pense que ça va être un dilemme dans ma tête parce que, oui, ça pourrait m'aider à justement aller faire mon sport, aller à l'école, aller au cégep, etc. Mais j'ai beaucoup une conscience environnementale et je me dis que peut-être une auto électrique, même si on sait que c'est pas tout à fait meilleur. Ça coûte cher encore. Ça coûte cher encore. Ça pollue quand même. Et il n'y en a pas tant des usagers. Des autos électriques, c'est plutôt nouveau sur le marché. Mais je pense que je vais me poser la question, peut-être avoir un permis, mais pas avoir une auto à moi avec les dépenses que ça va occasionner. Peut-être utiliser comme une auto, justement. J'ai entendu qu'il était rendu à Sainte-Thérèse maintenant. Donc, ça vient aussi en région, pas seulement dans les grandes villes. Donc, ça offre plus d'alternatives et je pense que je vais envisager toutes les alternatives qui s'offrent à moi avant d'avoir une belle auto très polluante et qui va me coûter beaucoup d'argent. Effectivement. Mais merci beaucoup, Alexis, et on se voit la semaine prochaine. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Le 14 juin dernier avait lieu la toute première édition du Grand Bedon organisé par Moisson Laurentide. TVBL était sur place pour l'occasion. On avait des modèles de collecte de façon numérique ou de façon physique, là, par exemple, plus dans des coins de rue, notamment la Grande Guignolée. Mais là, on voulait vraiment créer et mettre sur pied un événement où ce que tout le monde allait pouvoir se rassembler et combattre la faim et nourrir l'espoir avec nous. Là, je dirais que le site vient d'ouvrir, ça fait à peu près 15 minutes, mais on voit déjà là, les familles tranquillement commencer à rentrer. Fait qu'on est vraiment contents là, de ça. Et également, Dame Nature est avec nous. Là. Hier, on a eu du soleil.
Soleil là, pour le montage. Là, ce fut une très grande journée. Toutes les bénévoles, les employés de la ville de Blainville, les employés de Moisson-Laurentide, on s'est réunis, on a vraiment tout monté le site. Et puis ce matin, ça a recommencé également, donc on est vraiment choyés par la température, là. Dans le fond, il y a des jeux gonflables, il y a aussi des ateliers où on va pouvoir faire différents ateliers émis par nos partenaires. On a aussi des concours, des tirages, il y a une grande scène avec des activités là, de danse qui vont prendre place. Mais essentiellement là, de l'événement, c'est réellement la course enfin, là, où ce que des entreprises locales maquillent leur panier d'épicerie et vont s'affronter dans 4 épreuves distinctes, là, des courses à obstacles. Donc, c'est vraiment quelque chose inédit, là, si on pourrait dire. Je ne serais pas prête à dire du jamais vu, mais pour nous, on se sent super innovant là, d'avoir pensé à cette formule-là. De dons qu'on pourrait revoir là, qui s'appelle Laurent, qui prend des dons là, par carte de débit ou crédit par tranche de 5 $ jusqu'à concurrence de 50 $. Mais également à l'entrée, dans le fond, le prix pour accéder au site, c'est une denrée. Il y a des bennes à l'entrée, il y a 2 entrées distinctes où il y a des bénévoles qui accueillent les participants. Et puis, en fait, aussi, on a des concessions alimentaires, là, où, dans le fond, il y a possibilité de faire contribution volontaire pour le repas qui est servi aujourd'hui, là, qui est également une commandite d'entreprise locale. On est ici aujourd'hui pour participer au Grand Bedon parce que ça fait plusieurs années déjà que la Petite Bretonne et Moisson-Laurentide sont partenaires. On leur envoie des denrées à chaque semaine, en fait. On participe à la guignolée à chaque année. Donc, on trouvait ça important, en fait, d'entreprise de Blainville de participer au Grand Bedon parce que ça nous tient à cœur de pouvoir savoir qu'on donne un petit coup de pouce pour nourrir les familles de la région. On a apporté des petits produits de la Petite Bretonne pour faire goûter aux gens de la région là, les produits qu'on fabrique. On a les madeleines au beurre, on a les biscuits à l'avoine et nos biscuits à la mélasse là, qui sont très populaires au Québec. On est dans un point là, critique. Je pense qu'on le dit malheureusement à chaque année, mais là, vraiment, là, c'est sans précédent. On a eu, là, lors du dernier bilan fin, là, une augmentation de 27 % des usagers, passant d'environ 20 000 personnes à en servir plus que 25 000 mensuellement. Donc là, c'est sûr qu'on essaie de vraiment se renouveler de toutes les manières pour engager les gens, pour sensibiliser aussi les gens. Et aussi, sur le site d'aujourd'hui, on a mis une tente là, où il y a possibilité de venir s'inscrire en tant que bénévole, de venir prendre des informations sur l'insécurité alimentaire. Donc, on a également pensé là, à ce volet-là de sensibilisation, pour l'événement d'aujourd'hui. On a plusieurs créneaux là, qui permettent de s'engager dans le combat contre la faim avec Moisson-Laurentide. On souhaite avoir un prochain événement que ça soit vraiment plus grandiose, puis qu'il y ait autant d'amour qu'on a reçu, là, autant de nos partenaires, autant que du public là, dans nos prochaines éditions et dans nos prochaines collectes de fonds. Entre 2023 et 2024, Moisson-Laurentide accuse une hausse de 27 % du nombre de personnes ayant eu recours aux services d'aide alimentaire. Chaque article remis lors de l'événement permet d'aider 123 organismes communautaires à nourrir plus de 25 000 personnes, dont 40 % qui sont des enfants chaque mois. Le 11 juin dernier, Airbus inaugurait un tout nouveau centre de livraison d'avions A220. Allons y faire un tour. Le centre de livraison consiste à offrir une expérience au client, dans le fond, phénoménale. Dans le fond, c'est ce qu'on vise à faire. Là. Le client se déplace, vient chercher son avion. Il faut que l'expérience soit toujours enrichissante.
C'est une expérience qu'il faut que le client veuille revenir. On en a parlé tout à l'heure par rapport à l'avion qu'on livre. C'est pas celle-ci qu'on livre. Dans le fond, je livre la prochaine. L'expérience, elle doit commencer par quoi? Ça commence naturellement par l'avion. C'est l'avion qui m'aide le plus possible. La qualité de l'avion, la présentation de l'avion, l'avion qui est prêt à la date qu'on a communiquée. Et quand le client arrive ici, le premier feeling qu'il y a, c'est qu'il est chez eux. La beauté du commercial qu'on vit, c'est que le client, c'est les clients qui se répètent. Donc, ça l'amène quoi? Ça l'amène justement à bâtir la relation de long terme. Parce que c'est une relation qui se bâtit. On le connaît, on se prépare. C'est comme partout ailleurs dans votre vie privée. Vous connaissez vos invités, vous savez que ce qui est important pour eux autres, c'est ce qu'on fait. Chaque client est différent, comme chaque individu est différent, et on l'adresse. Donc, le centre de livraison était pour en créer ce côté-là. C'était pour créer une carte marketing. C'était pour créer un environnement de ce que les gens reconnaissent de Airbus Canada. Beaucoup de nos clients, je ne te dirais pas tout, mais beaucoup de nos clients, c'est des clients communs. C'est des clients qui ont été prendre des livraisons à Toulouse, qui ont pris des livraisons à d'autres sites de Airbus, comme aux États-Unis. Fait que comment leur donner un sentiment d'appartenance? Avant, il n'y avait pas ça. Quand ils venaient ici, c'était une entité qui était une entité de Mirabel. Là, ce qu'on a mis, on a mis une image Airbus. Là, je parle des clients, mais je parle des employés aussi. L'environnement pour les employés, le sentiment d'appartenance à une mission de livrer. Le travail qu'on a, le job qu'on a, c'est un job de privilège. Quand ils pensent, là, mon équipe présente un produit que 4000 employés ont travaillé et eux ont le privilège de la remettre à la fin. Ils représentent les 4000 employés. Mais ça aussi, c'est important. Donc, ça veut dire quoi? La dynamique, l'environnement. Vous avez visité, vous avez vu comment on a seté pour les clients l'environnement. Mais si vous regardez ce que l'on a fait pour les employés d'Airbus, c'est similaire. On a créé une place qui a un sentiment d'appartenance. J'ai l'avantage d'avoir des clients qui se présentent, j'ai des clients qui viennent ici. Puis à ce que je sache, les moteurs, l'histoire des moteurs se replace. Oui. Parce que je l'entends beaucoup moins. Je le vois par rapport aux clients qui viennent prendre les livraisons des avions. Eux, quand ils arrivent ici, c'est facile à lire les situations qui se produisent en service. Quand ils viennent inspecter la prochaine... C'est comme ta voiture. Si tu achèterais une voiture et tu achètes la même voiture de la même marque 5 ans plus tard, les irritants que tu as vécus pendant 50 ans, c'est les premières choses que tu vas aller voir sur ta prochaine voiture. C'est le même concept ici pour les clients qui arrivent. Fait qu'on est capable de lire ce qui est important. Et pour moi, les moteurs, ça se tamise, ça se structure. La qualité moteur a augmenté. Pratt & Whitney travaille beaucoup avec nous, avec les clients. Fait que pour moi, ça devient une variable, je ne vais pas dire négligeable, parce qu'il y a quand même des moteurs. Quand tu rentres dans le centre de livraison et que tu vois tes planchers sont blancs, tu vois que dans le fond, il n'y a pas de pollution visuelle d'équipement. Ta perception, c'est que l'avion est prêt. Puis quand on s'en va la voler avec lui, puis on revient, puis il n'y a rien eu d'événement, tu es encore plus convaincu que l'avion est prêt. C'est ça qu'on voit. Naturellement, pour Airbus, ce qui est important, c'est leur projet 5+, qui est le côté environnemental, notre empreinte sur l'environnement. Ça, c'est une des premières choses qui est importante. Fait qu'on a bâti la bâtisse, on a tout réfléchi dans ce concept-là. Fait que si on regarde pour la climatisation et le chauffage des bureaux, c'est de la géothermie. Les hangars, c'est de l'aérothermie. Donc, les chauffages sont faits par de l'air en haut quand les portes s'ouvrent et les planchers sont chauffés avec du glycol. Fait que ça veut dire, en principe, toujours une circulation, ce qui fait que les planchers sont chauds. Toute la luminosité, on a tout changé. Si on rentrerait dans l'ancien, vous verrez, c'est des ampoules, tandis qu'on a tout mis du LED, du LED. Ma consommation d'électricité, elle a réduit drastiquement. C'est toutes des choses qu'on a mis en place pour aider l'environnement et maintenir notre empreinte sur l'environnement. C'est certain que ça profite la Mirabel, c'est l'image qu'on donne au monde. Hein? Les gens, quand ils arrivent, puis la beauté de notre job, c'est que c'est des clients qui sont internationaux, ils arrivent de partout. Fait que c'est la carte postale de quand ils arrivent à voir. Fait qu'ils arrivent ici, ils sont impressionnés. Le fait qu'on est placé via l'autoroute 50, donc beaucoup de monde qui circule voit notre pancarte. De ce côté-ci, on ne la voit pas. De l'autre côté, c'est marqué Airbus clairement. Donc, les gens la voient clairement, cette carte postale-là. Les clients qui viennent ici la ramènent avec eux, nous comparent avec les autres sites. Les clients se parlent entre eux. Il y a une excitation qui s'est créée. Bon, pour l'environnement de Mirabel, je pense que généralement, on a une fierté ici. On a une fierté de quelque chose qui est bâti au nord de Montréal. J'en avais rien ce qui se passe à Montréal, mais d'habitude, tout est réglé à Montréal, Laval. Mais là, on a créé quelque chose à l'extérieur, dans les basses Laurentides, justement, comme ta carte d'affaires a dit. On a créé un environnement, on a créé un engouement pour ce secteur-là. Ça crée quoi? Bien, ça crée que les gens qui ont une spécialité ou qui veulent se développer ou qui veulent travailler en aéronautique, qui sont logés dans la région des Laurentides, ils n'ont pas à voyager 2 heures de route pour se rendre à leur travail. Ils sont accessibles directement ici pour une possibilité de carrière chez Airbus à 30 minutes de chez eux. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir montrer ce carte-là, montrer ce qu'on a essayé de bâtir pour l'environnement, puis surtout pour la population d'ici, d'être fiers au Québec de ce qu'on produit.
Grâce à ces nouvelles installations, Airbus Canada souhaite atteindre une production de 10 avions par mois à Mirabel. Le 14 juin dernier, Sainte-Marthe-sur-le-Lac a accueilli l'un des 17 relais pour la vie organisés par la Société canadienne du cancer. Cette édition de la marche était sous le thème « Célébrons chaque pas ». En fait, le relais pour la vie, c'est une marche qui est organisée en sous-traitance pour la Société canadienne du cancer. C'est une soirée où on permet à des équipes de s'inscrire, à des visiteurs, à des participants espoirs, à des bénévoles de s'impliquer dans leur communauté pour célébrer la vie dans un sens, mais aussi permettre d'amasser des fonds. L'année dernière, on a dévoilé un montant de 54 800. C'est quand même pas rien dans un relais pour la vie qui est planifié de A à Z par des bénévoles. On est tous bénévoles, on n'est pas payés. Puis là, cette année, on dépasse les attentes. On avait un objectif de 60 000. La semaine dernière, on était déjà à 72 000. L'objectif est atteint, puis au-delà de... J'ai eu le cancer en 2018, donc c'est une cause qui me tient à cœur. Oui, bien là, moi, le cancer est revenu cet automne, en octobre 2024. Et là, je suis rendue à mobilité réduite. Et là, avec le retour du cancer, c'est sûr que là, ça a chamboulé vraiment à un autre niveau parce que le cancer, cette fois-ci, est métastatique. Donc, mon cancer n'est pas guérissable cette fois-là. Fait que c'est toute une autre vision que là, je sais que le cancer, je vais en décéder cette fois-ci. Fait que c'est sûr que ça implique beaucoup d'autres choses très différentes, là, personnellement. Les gens croient à tort que l'argent ramassé, ça va seulement pour la recherche. Mais ça ne va pas seulement pour la recherche, ça va également pour la prévention. Cette année, la mission de la Société canadienne du cancer, c'est pour le dépistage du cancer colorectal précoce. Donc, c'est autant pour travailler de concert avec la Société, pour aider les dépistages, pour aider la prévention, pour aider la sensibilisation. L'argent s'en va également aux personnes atteintes, que ce soit avec des prothèses capillaires, avec du soutien téléphonique, une ligne 24 heures sur 24 qui est offerte pour ces gens-là, pour les familles, pour les déplacements, pour des soins, pour conseiller aussi, là. Donc, c'est pas seulement pour aider la personne qui est atteinte, mais son entourage aussi. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans avec un cancer du côlon. C'est arrivé par hasard. Je peux vous dire que le cancer, c'est une maladie très, très sournoise. C'est par un examen de routine qu'on a trouvé que je faisais de l'anémie. Et suite à ça, bien, ils ont dû me faire une colonoscopie. Puis ils ont découvert que j'avais cancer du côlon. Puis j'ai été prise en main très, très rapidement. Puis aujourd'hui, après 2 ans, bien, je peux vous dire que je vais très, très bien. Le Tour de l'espoir, c'est le premier tour de piste. C'est l'ouverture de la marche par les participants qui ont un chandail jaune. Les participants qui ont un chandail jaune, c'est les participants de l'espoir, donc les survivants qui sont présentement atteints ou qui sont en rémission d'un cancer. C'est eux qui vont entamer la marche et nous, on va les suivre pour les appuyer dans leur démarche et démontrer qu'on est derrière eux. Tandis que la cérémonie des luminaires et des disparus, donc c'est pour souligner l'effort de quelqu'un qui combat actuellement un cancer ou qui est décédé malheureusement. Donc nous, sur le site, on vend des lampions, des sacs à 5 $ pour aller dans les dons également. À la cérémonie des luminaires, on va tous les allumer en mémoire ou en l'honneur de quelqu'un qui combat ou qui est disparu. Et c'est ces luminaires-là qui vont illuminer notre piste, donc pour le reste de la soirée jusqu'à minuit. En fait, les relais pour la vie, oui, ça a une date fixe, un emplacement, mais en ligne, les gens peuvent aller sur le site Internet des relais pour la vie par la Société canadienne du cancer et faire un don jusqu'à la fin juillet. C'est d'en parler beaucoup, pas juste quand il vient des événements comme là, le relais pour la vie ou quand c'est la vente des jonquilles, mettons, mais vraiment d'en parler plus au quotidien. Les gens qui ont eu le cancer ou qui connaissent des gens qui sont atteints par le cancer, bien d'en parler parce que faut penser qu'une personne sur 2 va avoir le cancer dans la vie, donc ça touche beaucoup de gens dans la population. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 25 juin prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales des Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.